tous, je m'appelle Caroline Bindel, je suis journaliste basée à Marseille et je suis ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes inspirantes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Dans ce troisième épisode, j'ai rencontré Anne Fuentes, qui a créé le showroom de robes de mariée blanc crème. Tout plaquer pour changer de vie, c'est possible, elle en est la preuve. Comment se prend la décision ? Comment embarque-t-on sa famille dans son nouveau projet ? Qu'en est-il du romantisme à l'heure des réseaux sociaux et autres sites de rencontres ? Avec Anne, nous avons abordé ces différents sujets en gardant toujours Marseille en ligne de mire. Marseille qui devient dans ce cas précis la ville de tous les possibles. Bonne écoute. Anne, bonjour, merci de me recevoir dans ton très joli showroom marseillais. Alors j'aime rencontrer des personnes au parcours atypique, le tien l'est indéniablement. Marseillaise, tu as décroché ton diplôme de pharmacien à la Timone avant d'intégrer le SCP. Tu as exercé pendant 12 ans dans un labo pharmaceutique, puis changé radicalement de voie. Alors revenons à la genèse de ton parcours professionnel, si tu veux bien. Oui, c'est vrai que donc, j'ai fait pharma à Marseille, à la Timone, comme tu l'as dit, où j'ai été très facilement réussi le concours avec, je trouve, moi, des études très intéressantes qui sont hyper larges, qui vont de la biologie animale à la chimie, en passant par la physique, l'anatomie, les plantes, les poudres. J'ai vraiment adoré mes études, mais je savais depuis le début que j'allais m'orienter vers un volet plus business. D'où mon envie de faire un master à l'ESCP, donc l'école de commerce à Paris, pour avoir justement plus de connaissances sur la gestion d'une marque, la compréhension d'un marché, en fait ce qu'on appelle le marketing. Tu le savais quand tu as commencé pharma, que tu voudrais faire une école de commerce ? Ça s'est fait parallèlement ou tu as d'abord fait pharma puis le SCP ? Non, je le savais. Je l'ai fait dans l'ordre d'abord pharma et après le SCP, parce qu'il faut avoir fini son diplôme de docteur en pharmacie pour intégrer un master spécialisé dans une école de commerce. D'accord. Des écoles comme ça qui reçoivent les pharmaciens, les médecins, les ingénieurs, les biologistes, il y en a plusieurs maintenant, il n'y a pas que le SCP, mais c'est vrai que moi je l'ai fait donc dans l'ordre, d'abord pharmacie et après le SCP. Très bien. Voilà. Et je le savais depuis le début, je le savais même avant de commencer pharma, que je voulais vraiment ajouter un volet business à mes études de pharmacie. J'avais envie de promouvoir le médicament, j'avais envie de comprendre comment on mettait à disposition des patients les médicaments, donc j'avais vraiment envie d'ajouter cette corde à mon arc de marketing business. Voilà. Donc pharma, c'était à Marseille. Oui. Tu es de Marseillaise, je le rappelle. Ensuite, tu as quitté la ville pour aller faire tes études de commerce à Paris. Tu as travaillé un peu là-bas dans un labo, c'est ça ? Oui, j'ai donc travaillé j'ai fait mon école et puis après j'ai intégré très rapidement un labo en stage et j'ai été embauchée avant la fin de mon stage, donc j'y suis restée plus de 12 ans. À divers postes en France ou à l'étranger, où j'ai eu la chance qu'on me confie des responsabilités de direction marketing Europe, direction de marketing France. J'ai un parcours assez classique, du terrain au siège, en passant par divers services pour finalement être directrice commerciale. Dans des postes classiques d'industrie du médicament. Tu t'épanouissais dans ce rôle-là ? Énormément. Ouais. Énormément. Ça réunissait tout ce que j'aime. La pharma, le business, le côté patient, le côté équipe. Parce qu'il faut savoir que c'est le genre de grosses boîtes où on travaille beaucoup en équipe. Sur divers projets. Donc ça a forcément ajouté plein de compétences aussi. Sur le côté multi-projet, multitâche. Savoir parler à différentes personnes dans l'entreprise. Se créer un réseau interne. Comprendre le fonctionnement officiel et non officiel d'une très grosse boîte, faire avancer ses projets plutôt que les autres, valoriser son équipe, donner de la vision à son équipe, manager, donner du sens, être leader, être charismatique. Voilà, tout ça n'est pas forcément spécifique de la santé, mais en tout cas des très grosses boîtes. Pour mener sa barque dans une très grosse boîte, c'est vraiment moi ce que j'ai su ou réussi à développer pendant 12 ans. Et ta vie à Paris ?
Génialissime. Génial parce que, déjà parce qu'au début, je suis arrivée, j'étais célibataire, je ne connaissais pas encore mon mari. Donc forcément, c'est une ville où tout est possible. Il y a une dynamique professionnelle énorme, culturelle, je pense que ça c'est indéniable. Et la dynamique professionnelle, on la touche vraiment du doigt parce qu'il y a toujours quelqu'un qu'on rencontre par l'ami d'un ami qui est en train de monter un projet, qui a un poste pour vous, qui connaît un tel qui va vous amener plus rapidement à un projet ou à une réussite pour avoir un poste. Donc ça, indéniable. Après, c'est pas un mythe. Au début, j'ai commencé, j'avais 15 mètres carrés. C'était très rigolo. Et avec mon mari, on avait acheté un appartement de 60 mètres carrés. Donc, c'est très rigolo cette ascension. Et puis, oui, Paris, c'est une ville qui fait rêver, même s'il fait pas beau, s'il pleut, tout est beau, les rues sont incroyables. Le passe-temps favori, c'est quand même de boire un café sur une terrasse et de regarder les femmes qui passent, qui sont toutes plus belles les unes des autres. La Fashion Week, elle régule vraiment les saisons. Voilà, moi, j'ai trouvé qu'il y avait une énergie incroyable. Et puis, vous avez envie d'aller au musée, au théâtre. Vous y avez accès. Voilà, je prenais le métro tous les jours. J'ai adoré. Et ça me manque encore, ça, c'est sûr. Voilà. Tu y retournes souvent, je crois. J'y retourne très souvent, j'y retourne plus d'une fois par mois pour diverses raisons. J'ai plus mon appart, bien sûr, puisque maintenant je suis ici, donc j'ai vendu mon appartement. Mais ça reste une ville qui me stimule beaucoup, qui, je trouve, amène beaucoup d'inspiration. Surtout quand on est une femme, qu'on entreprend. Voilà, il y a une émulation qui commence à arriver à Marseille. Et je trouve que c'est pas mal de quand même rester une oreille à Paris. Tout en ayant un œil marseillais, avec une envie marseillaise, mais de rester connecté, je trouve, à la capitale. Alors justement, ta vie à Paris te satisfaisait pleinement, ton job aussi. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, parce que quand même on le reprécise, tu me reçois aujourd'hui dans un showroom de robes de mariée que tu viens de lancer. Comment tu as basculé? Parce que c'est aussi ta vie de famille, du coup, qui a été totalement bouleversée. Alors, en intégrant un poste de collaborateur dans une grande entreprise, j'avais toujours au fond de moi le fait que je voulais monter ma propre boîte ou ma propre marque, mon propre concept. C'est facile de le dire, après c'est moins facile de le faire, et de toute façon quand je suis sortie de l'école de commerce, j'avais 23-24 ans, j'étais pas prête, je connaissais rien, je découvrais la vie, je découvrais Paris, donc j'étais pas prête. Plus de 10 ans dans une grosse entreprise, ça met quand même beaucoup de structure et de méthodes de travail. Et je crois que j'attendais le bon moment et le déclic. Et voilà, je l'ai eu après avoir fait 3 enfants. J'ai eu le sentiment que je les avais lancés dans la vie, entre guillemets, et que j'étais prête, moi, à voler de mes propres ailes sur ma vie professionnelle, en tout cas, et tenter, tester et avoir assumé que j'avais vraiment envie de monter quelque chose toute seule. Alors raconte-nous comment ça s'est passé. Parce que l'idée a germé et puis d'un coup il faut le dire à ton mari. Ah oui, mon Dieu. Là, mon mari, j'ai eu du mal à lui dire. Alors l'idée, elle a germé. Alors déjà, c'est pourquoi la robe de mariée, c'est que je trouve que c'est intéressant de se dire qu'en tant que femme, il y a des moments où on a besoin d'être habillée différemment. Je pense à moi déjà, quand j'avais des grosses réunions, j'avais besoin de mettre des talons, j'avais besoin de mettre une veste. Et je trouve que c'est intéressant le fait que la femme, elle ait besoin de s'habiller d'une certaine façon à certains moments de sa vie. Il y en a d'autres, hein. Il n'y a pas que les réunions, il y a aussi le premier rendez-vous, il y a aussi peut-être la première rencontre avec les parents, il y a les repas de famille, il y a les repas entre copines. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, c'est comment le vêtement comment la femme s'approprie le vêtement pour être qui elle est ou qui elle a besoin d'être à des moments de sa vie. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis très longtemps. Ensuite, la robe de mariée, ça a fait tilt quand j'ai entendu la cousine de mon mari me dire qu'elle était hyper déçue et frustrée de ses essayages de robe de mariée. C'est une fille qui est magnifique et on lui a fait ressentir qu'elle était trop grande, trop ronde et ça m'a interpellée. Ouais. Ça m'a interpellée parce que c'est vraiment une fille qui est très très belle, qui est lumineuse, qui est souriante, qui est pétillante. Et me dire qu'elle n'avait pas pris du plaisir pour ses essayages de robe de mariée et qu'elle avait quand même mis un énorme budget dedans, ça m'a fait bizarre.
Et je me suis dit que c'était pas normal, pas acceptable, que pour ce moment-là de notre vie, qui est sûrement la robe la plus chère qu'on va s'offrir, qu'on ne soit pas juste reçu ou écouté ou entendu et qu'on ne soit pas accompagné pour trouver la robe de ses rêves, la robe de mariée qui fait qu'on sera la plus belle, ou en tout cas soi-même, pour son futur mari. Donc j'ai gardé ça dans un fond de ma tête. J'ai creusé avec d'autres amis qui sont à Marseille. Et effectivement, je me suis rendu compte que mes amies à Marseille, elles avaient beaucoup de mal parce qu'elles n'avaient pas accès aux mêmes créatrices que j'ai pu connaître à Paris dans les robes de mariée. Elles avaient beaucoup de mal à avoir une expérience, en tout cas, d'écoute, de rencontre, qu'on puisse les accompagner dans la recherche de leur robe de mariée. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et alors, le moment où tu l'annonces à ton mari? Le moment où j'annonce à mon mari, je crois que je lui ai dit par texto, tellement que j'avais honte. Non, véridique, je crois que... Il a cru à une blague, donc? Non, mais je crois que le matin, j'ai tourné en rond. J'ai tourné en rond dans l'appart, après on est allé chacun travailler, puis finalement je lui ai envoyé un texto en disant Julien, je crois qu'il faut vraiment que je te dise quelque chose. Lui a cru que j'allais lui dire quelque chose de catastrophique, personnel. J'ai dit non, en fait je veux juste te dire que je voudrais assumer que voilà, c'est le moment pour moi de monter mon propre projet. Et puis là il me rappelle tout de suite et franchement il me dit mais bien sûr, et je serai là et tu vas le faire et tu vas le faire comme tu veux. Et presque il me dit on va pas le faire ensemble parce que lui il a un autre métier, mais voilà, je serai derrière toi. Et voilà, c'est vrai que en fait c'est d'assumer que je vais passer d'un statut social à un autre a été très difficile, et puis d'un confort de salaire à un autre, quoi. Bien sûr. Et du coup, déménagement. Et du ça coup, s'est fait en combien de temps tout ça? Le déménagement, on a pris la décision en 48 heures. Ah oui. Ouais. Et Julien était très moteur. En 48 heures, il avait vendu la voiture, vendu l'appart. C'était rigolo. Et non, ça s'est fait assez rapidement. Après, c'est sûr, il faut arriver à Marseille, trouver une maison, trouver un lieu pour exercer. Voilà. Mais en tout cas, oui, le départ, la décision, moi, j'avais honte de le dire. Mais une fois que je l'avais dit, c'est comme s'il l'avait toujours su et tout était hyper naturel. Ça a été naturel pour tout le monde dans la famille? Ouais, hyper naturel pour tout le monde. Ils s'en doutaient un peu, non? Tu avais ça au fond de toi? Mes parents, ils savaient qu'un jour j'allais le faire, j'allais le dire. Ils pensaient pas que ça serait les robes de mariée, ils pensaient que ça serait quelque chose plus en rapport avec la pharma, la beauté. Mais en tout cas, non, les robes de mariée, ils n'étaient pas du tout étonnés. Après, c'est plus mes amis qui ont eu un peu halluciné. Parce que elle trouvait que d'avoir un confort de salaire, de poste à Paris, c'est génial pour une femme. Et en fait, moi, ça résonnait plus du tout en moi. J'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin d'entreprendre, j'avais besoin d'accompagner les femmes dans ce moment-là de leur vie, et plus d'être juste directrice ou manager d'une très grosse équipe, quoi. J'avais vraiment envie de me mettre au service des autres, d'entreprendre, de me tester. Et ça, c'est plutôt mes amis qui ont du mal à comprendre. C'était audacieux et courageux, et du coup est né Blanc Crème. Alors pourquoi Blanc Crème? Alors Blanc Crème, c'est une analogie à la recherche de la couleur parfaite, ou à la recherche de la robe parfaite. En fait, quand les femmes cherchent leur robe de mariée, elles disent toujours « je veux surtout pas blanc, et je veux surtout pas ivoire, je veux Blanc Crème ». Et je me suis dit « mais c'est génial !» Voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai trouvé le nom. En écoutant vraiment celles qui étaient à la recherche de leur robe. Donc le concept, elle se présente, il y a des robes ici en taille 38, c'est Exactement. Ça, pour les essayages. Exactement. Et après, c'est des retouches pour arriver finalement à une robe presque sur mesure, quoi. C'est exactement ça. Les futures mariées, elles viennent ici, elles essayent autant de robes qu'elles veulent, en fonction de ce qu'elles recherchent. Donc ce sont des prototypes de robes de mariée en taille 38, et après, une fois qu'elles ont vraiment trouvé la robe, on prend toutes les mesures, et c'est dans les ateliers parisiens des créatrices que les robes sont faites. Les robes, elles viennent ici ensuite au bout de 4 mois, et ici, avec notre couturière à Marseille, on fait les dernières retouches, les ajustements de longueur, de buste, de taille, s'il faut rajouter ou enlever des manches. Et puis on a souvent perdu 1 ou 2 kilos entre les essayages et le jour J, donc voilà, on fait un petit peu d'ajustement aussi à ce niveau-là.
Comment tu as choisi tes créatrices? Les créatrices, je les choisis parce qu'elles ont la même envie, la même vision que moi sur la femme. Et elles ont vraiment, comme moi, envie ou compris que ce jour-là n'était pas qu'une robe. Bon, ici, comme elles, on ne vend pas qu'une robe, on révèle la personnalité. C'est ce qui fait en général qu'elles pleurent et que je dis c'est bon, vous avez trouvé votre robe. C'est que d'un coup, c'est plus maman qui va choisir pour elle. C'est elle d'un coup qui va assumer de dire en fait, voilà, ça c'est moi et c'est ça que je veux que mon futur mari voit quand il va me voir le jour de mon mariage. Ça doit être hyper émouvant de partager ces moments. C'est hyper émouvant. C'est déjà le cas parce que ça a ouvert il y a peu de temps, mais tu as déjà eu pas mal de j'ai déjà. mariés. Ouais, c'est vrai que c'est allé très vite dans le bouche à oreille, je pense. Ouais. J'ai ouvert début septembre et je crois que j'ai déjà pleuré 3 fois. Non, mais c'est vrai, je pense à Cécile, je pense à Pauline, c'est vraiment. Elles sont toutes stressées quand elles arrivent. Ça, je pense, c'est vraiment un truc qu'on a toutes. Est-ce qu'une robe de mariée est pour moi? Est-ce que ça va m'aller? Donc je les vois toutes arriver hyper stressées. Et puis, quand je les vois pleurer, je me dis que c'est génial et que je suis à la bonne place. Comment tu qualifierais le style des robes que tu proposes? Il y a un peu de tout. Est-ce que si je suis excentrique, je peux me présenter ici quand même? Ou est-ce que c'est plutôt classique? Qu'est-ce que tu en dirais? Alors, c'est pas classique, pas du tout. C'est pas classique, pas meringue. C'est contemporain, c'est fluide. C'est féminin. Il peut y avoir des robes audacieuses, je pense à des robes hyper minimalistes auxquelles on va ajouter peut-être un top en dentelle ou un voile fluide, ce qui fait que ça va rajouter au côté moderne de la tenue. Donc si je devais vraiment résumer en 3 mots, je dirais moderne, solaire et féminin. Alors, tu as un très joli compte Instagram que j'invite tout le monde à aller découvrir. J'ai vu une photo d'une mariée, enfin, d'une jeune femme avec un voile, un t-shirt et un jean. Ah oui. Est-ce que c'est ça ça peut être ça, la mariée de 2018 et des années à venir? Oui, en fait, oui. Moi, j'essaie toujours, quand on crée des campagnes ou du contenu, de mélanger les affaires personnelles des modèles ou mes propres affaires personnelles avec des vêtements issus des robes de mariée ou des lignes de mariée des créatrices. Et oui, aujourd'hui, 2018-2019, moi j'assume complètement que les filles, c'est pas une question de budget, c'est une question de look, c'est une question d'envie, c'est une question de leur propre personnalité. Et cette photo dont tu parles, c'est mon propre jean blanc, c'est un t-shirt vintage que j'ai acheté à côté du local le jour des prises de vue, et j'ai rajouté juste le voile et je l'ai mis pieds nus la modèle parce que je trouve que c'est ça en fait, c'est exactement ça. On va pas le faire le jour de son mariage, on va peut-être le faire le jour de son brunch ou de son mariage civil, mais oui c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est plus une question de budget, c'est une question d'envie, de look, d'assumer. Si on a envie de mettre un jean blanc avec un très beau voile le jour de son mariage, on le fait quoi. T'es quelqu'un de romantique toi? Oui, je suis hyper romantique. Non, c'est vrai. Non, mais c'est bien. C'est vrai. Ouais, ça sent un peu, mais pour être honnête. Ouais, je suis attachée à... Ouais, je suis attachée au couple, à toutes ces valeurs du couple. Ouais, je suis romantique. Ouais. Ça ressemble à quoi ton mariage? Mon mariage, c'était il y a 10 ans, c'était il n'y a pas très longtemps, mais il faut quand même que je me concentre. Ça ressemblait à une grande fête de copains. Où j'avais quand même mis une très belle robe. Très belle robe par une créatrice parisienne que j'adore. Et je sais pas, simple, mais je ne m'étais pas maquillée parce que je me maquille jamais. J'avais fait ma coiffure moi-même. J'avais pas envie d'être déguisée. Et le soir, j'avais enlevé mes talons, j'avais mis des jolies spartiates et on avait dansé jusqu'à 6h du matin. Ouais. C'est finalement ce que tu recommandes aux futurs mariés ou ce que tu leur conseilles, c'est de se ressembler en fait. Exactement. Ce jour-là, plus que les autres jours, plutôt que de se déguiser et de risquer de passer un mauvais moment dans une robe qui ne nous ressemble pas, c'est ça? C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on peut se dire tiens ce soir je sors, je mets un rouge à lèvres rouge que je mets jamais, c'est pas grave, le lendemain si c'était pas joli ce soir-là, mais pour le mariage non c'est pas possible.
Et je redis, c'est pas qu'une robe, c'est pas qu'une journée, c'est-à-dire que le mariage, il commence vraiment quand on commence à mélanger les familles pour discuter de la préparation du mariage. Je trouve que c'est là qui commence le mariage, je trouve que c'est le mélange de 2 familles, de 2 cultures, de 2 envies. La préparation, elle peut durer 12, 18 mois, 6 mois, peu importe. Et je trouve que le mariage, c'est déjà tout ça. Et donc je trouve que c'est dommage que pour cette journée-là ou cette préparation-là, on se force à faire des choses, où on s'attache à des tout petits détails qui ne vont pas rester finalement toute une vie. La couleur des rondes serviettes, je pense que c'est vraiment inutile de se prendre la tête pour ça avec sa belle-mère. Et moi, je prône vraiment soyez qui vous êtes en tant que femme et assumer ce passage de femme, de fille, bon, peu importe, de jeune fille, de demoiselle à la femme qui va se marier avec un homme. Et c'est pour ça peut-être que je suis romantique, parce que moi je crois beaucoup à l'engagement d'un homme avec une femme le jour du mariage. Donc au-delà de faire des enfants ou pas, au-delà d'acheter ou pas un appartement, peu importe. Moi je crois vraiment à l'engagement moral qui se dit ce jour-là, le jour de son mariage. Est-ce que tu as proposé quelque chose pour ces messieurs justement ? Tu as ça en tête ou pas du tout ? C'est une possibilité de proposer aussi pour les futurs mariés. C'est vrai que les femmes qui rentrent ici, elles me demandent où aller pour mon mari. C'est une possibilité, mais pour l'instant, c'est exclusivement pour les femmes. Je vois que tu proposes aussi des jolis bijoux. Alors, on est loin du collier de perles. C'est vrai qu'il y a une tradition comme ça. Il faut porter quelque chose d'ancien, quelque chose qu'on nous prête, etc. Là, on est carrément dans autre chose. Et je conseille même d'ailleurs... futur marié ou pas, de jeter un œil encore une fois à ton compte parce qu'il y a de très jolis bijoux qu'on peut porter au quotidien. Ça aussi, c'est un choix, une volonté affirmée de rester naturel, spontané et de se ressembler finalement même ce jour-là. Et oui, parce qu'en fait, quand j'ai cherché dans les accessoires, on peut dire boucles d'oreilles, peignes, j'ai cherché un peu dans l'univers du mariage et là je me suis dit, oh là là, ça va pas en fait, personne n'a envie de porter un peigne brodé le jour de son mariage, donc je comprenais même pas, mais je sais que ça marche très bien et ça ressemble sûrement à plein de femmes, mais en tout cas moi dans ce que j'avais envie de proposer chez Blanc Crème, c'est des choses qui sont issues de créatrices du quotidien, et c'est des créatrices du quotidien qui ont cette vision-là d'une femme solaire, d'une femme normale, mais par contre qui ce jour-là va en faire peut-être un peu plus. Donc c'est sûr que je suis allée sélectionner et fouiller des marques ou des créatrices qui font des boucles d'oreilles un peu oversize, des boucles d'oreilles en couleur dorée qu'on va peut-être porter plutôt le soir pour avoir un côté un peu second look, pour illuminer le visage ou avoir un petit côté un peu plus soirée, des boucles d'oreilles en forme de fleurs pareil oversize, des peignes qui sont faits à Londres par une créatrice qui fait tout à la main, qui pulvérise des fleurs de porcelaine. Donc vous avez un grand peigne comme ça à mettre dans les cheveux comme une couronne de fleurs blanches. C'est un côté très mode, peut-être même très Dolce Gabbana, avec un voile derrière, c'est juste splendide. Mais je me suis plus reconnue dans des créatrices comme ça qui étaient hors mariage que dans des créatrices très labellisées mariage, dentelle, petite perle. Après, pour revenir au côté perles, je pense à une créatrice qui est à New York, qu'on a nous au showroom, la marque s'appelle Lelette New York, qui fait des perles et qui fait des perles comme ça, pareil, toujours en fait oversize ou un peu plus grosse que ce qu'on peut attendre d'une perle. Et là, d'un coup, en fait, on va moderniser le tout. Comment tu te sens maintenant que l'aventure est lancée ? Je me sens très stressée. Je t'ai même pas demandé tout à l'heure, parce que tu as dû avoir quand même une grosse pression. Tu dis, j'ai eu honte de le dire, après je l'ai dit. Bon, quand même, il y a ce petit moment un peu flippant de se dire, est-ce que j'ai pas fait une énorme erreur, quoi ? Ah, mais je me le dis toujours, hein. Ouais. En fait, j'ai travaillé avec une consultante. J'ai quand même travaillé avec une consultante 3-4 fois pour valider un peu mon projet, le modèle business et puis la stratégie de lancement. Et elle m'a dit, tu sais, une fois que tu l'as dit, tu as eu honte et tout ça, puis après les gens vont plus s'exprimer, ils vont t'attendre au tournant. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai dit, que j'assume et que j'ai dit à ma famille, à mon mari, à mes amis, mes frères et sœurs, ils sont très supportifs. Mais effectivement, maintenant, les gens, ils attendent de voir si ça marche, en fait. Mais c'est pas méchant, je pense, c'est humain. Et c'est dire, tiens, est-ce que c'est un peu la crise de la quarantaine qu'elle nous fait ? Est-ce que c'est une passade ? Ou est-ce que c'est juste, en fait, vraiment, son chemin de vie et complètement son rôle ? Après, oui, moi, j'ai peur. Parfois, je m'endors le soir et je me dis, mais pourquoi ? Mais pourquoi ?
Et puis le lendemain, je suis hyper rassurée de voir que je vais recevoir 8 futurs mariés, qui vont toutes me renvoyer que je suis à la bonne place. C'est ça, tu as déjà eu plein de retours positifs en fait. J'ai que des retours positifs. J'ai que des gens qui déjà me remercient d'avoir créé ça, donc ça c'est cool. Et puis j'ai que des mamans qui me disent on a passé un super moment, parce que j'y suis attachée aussi, la façon dont on accueille les gens, c'est très important aussi. Mais par contre, je suis hyper stressée. J'ai une to-do list qui n'en finit pas. Tout est nouveau en fait. Faire sa compta, donner une orientation à son travail, créer des looks pour les shootings, faire du positionnement de produits dans les magazines, avec les journalistes. En fait, tout est très nouveau. Donc, tout est comme une chance pour moi, à mon âge, de réapprendre plein de choses. Je trouve que c'est une chance de réapprendre. Après, il y a un enjeu à la réussite quand même, faut être honnête. Quand on entreprend et quand on est une femme, j'ai 3 enfants. J'avais un salaire très 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 confortable que je suis en train de diviser par 5 en étant entrepreneur, mais ça aussi c'est un choix de se dire que je préfère être flexible et être épanouie et diviser mon salaire par 5. Donc oui, je suis stressée, je suis hyper stressée. Ouais. Oui, parce que tes enfants sont tout petits, tu as pris cette décision à un moment où ils étaient petits. Et est-ce qu'on peut dire que d'abord tu as besoin de te challenger comme ça et qu'un projet en nourrit un autre? Enfin, je dis pas qu'un enfant c'est un projet, même si c'est un peu ça. Est-ce que ça se nourrit? Tu avais besoin que ce soit peut-être un peu plus compliqué, parce que ça aurait été peut-être simple de dire je vais attendre qu'ils aient 10 ans et ce sera plus tranquille. Tu as besoin de ça ou c'est juste parce que c'était le moment? Non, c'est exactement ça. Les 2 projets, enfin être mère de famille de 3 enfants et être fondatrice de Blanc Crème, les 2 se nourrissent. Faut pas entreprendre pour dire je vais être flexible, je travaille quand je veux, parce qu'au final je travaille plus qu'avant. Je travaille pratiquement tous les jours et la nuit je travaille encore dans ma tête. Mais en fait mes enfants me portent beaucoup. Je vois encore ce matin, je les ai emmenés à l'école, je me sentais hyper fière. Et je me dis, j'ai 2 garçons et une fille, et je me dis pour eux, quand ils comprendront, ils se souviennent très peu de leur vie à Paris, je pense jamais se souviendront que maman a travaillé comme ça dans un poste comme je faisais avant. Mais je trouve que c'est génial quand je vais leur dire qu'ils comprendront que j'ai eu le courage d'aller au bout de mes envies, que j'ai assumé et qu'en fait, j'arrive quand même à gérer, quoi. Ils arrivent le matin, ils sont propres, maman elle est là et puis maman elle fait Blanc Crème et donc maman comme elle est heureuse et épanouie, elle voit des femmes toute la journée qui lui renvoient le côté positif du être soi-même. Je trouve que ça c'est génial et oui ça se nourrit en fait. J'avais jamais pensé mais c'est évident que les 2 se nourrissent. Ouais. Et alors en plus de ça, parce que j'ai l'impression que tu es un peu boulimique quand même, tu as d'autres projets. Donc tu viens combler des manques à Marseille, on peut le dire en souriant, mais c'est un peu ça. Il n'y a pas de créatrice de robe de mariée, tu crées Blanc Crème. Tu trouves qu'il y a un petit manque en termes de club de femmes entrepreneurs et hop, tu décides de lancer un club, c'est ça? On peut appeler ça comme ça? Oui, on peut appeler ça un club ou un réseau de femmes. Non, mais c'est vrai que le côté boulimique, ou en tout cas avoir plein de projets sur le feu, ça a toujours été moi et j'adore ça. Et puis je pense que je te dirais que j'ai encore de la place pour faire autre chose. Donc en fait, je me suis rendu compte parce que de façon très naturelle, un peu comme envoyée par le cosmos, j'ai rencontré diverses femmes qui avaient monté leur marque, qui étaient à la tête de leur entreprise ici à Marseille. Et en discutant très rapidement, on se rend compte qu'on a les mêmes problématiques. Donc dans une même journée, comment faire rentrer sa vie de maman, sa vie de femme, sa vie d'épouse, sa vie de chef d'entreprise. Et dans chef d'entreprise, comment gérer la compta, les relations avec la banque, les relations avec les clients, la vision de sa marque, la vision à moyen terme. Enfin, voilà, on avait vraiment toutes exactement les mêmes sujets à discuter. Et puis, j'ai pu, moi, avoir accès à Paris à des réseaux de femmes, ou en tout cas des journées business, ou des petites sessions, hein, c'est juste un petit déj parfois, ou un apéro autour d'un sujet donné. Et ça manquait, et, enfin, en tout cas, moi, ça me manque à Marseille, où tout ce que j'ai pu trouver à Marseille était hyper corporate ou hyper formel et j'avais envie, mais je suis pas la seule d'avoir quelque chose de plus informel, de plus bienveillant, sans se prendre la tête, mais juste se dire qu'on peut s'entraider et en fait on avance plus loin comme ça tout ensemble, quoi. Ouais, l'union fait la force. L'union fait la force et puis de se sentir pas tout seul, c'est aussi très agréable. Donc affaire à suivre. Affaire à suivre. Ce sera peut-être l'occasion de se reparler. Tout à fait, oui, tout à fait. Ouais. Alors, pour terminer, si tu devais définir Marseille en un mot, ou en une sensation, ou une image, tu dirais quoi?
c'est une ville qui est méconnue des autres. Nous, les Marseillais, on adore, on connaît très bien pourquoi on adore et ce qui pourrait être changé. Quand on y est, on le sait très bien en fait. Nous, les vrais Marseillais, on le sait très bien. Et je trouve ça génial que ce soit une ville méconnue ou pas connue à sa juste valeur, comme ça il n'y a pas trop de monde qui vient. Non mais blague à part, c'est dingue les clichés qui règnent sur Marseille et voilà, et je trouve que ça perdure et je comprends pas que ça perdure. Et ceux qui font l'effort ou qui cassent un peu la coquille, parce que c'est franchement, quand tu casses la coquille de Marseille, il y a des lieux incroyables, des gens incroyables, on n'a rien à envier à personne, ni à Paris, ni à Barcelone, ni à Berlin, enfin on a tout en fait. On a tout, après il faut juste, voilà, la ville elle est vraiment en train de changer, il y a plein de gens qui bouillonnent, il y a plein de gens qui la font changer, il y a plein de créateurs, hommes, femmes, il y a plein de restaurateurs, je sens une nouvelle vague comme ça qui arrive dans la restauration, dans la mode, dans la culture, donc voilà, mais je pense que ça fait des années qu'on dit que cette vague elle y arrive, elle est là, enfin elle s'installe, donc voilà. Donc les mots, moi, que je dirais, c'est une ville éclectique, solaire et méconnue des autres, mais pas de nous. Merci beaucoup, Anne. Merci de faire bouger Marseille, d'ailleurs. Avec d'autres. Hein. Merci beaucoup. Merci, salut. Caroline. Salut. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos feedbacks, c'est précieux pour moi, sachez-le. Pour me contacter, c'est simple, sur Twitter, Caro Bindel, sur Instagram, Caroline Bindel. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut!